Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un petit jeune, entre guillemets, bah oui, il a plus de la moitié de mon âge, et il fait un sport qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast. Il joue à la baballe. Bon, c'est un petit peu vulgaire la façon dont je le dis, mais voilà, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Je suis très heureux de recevoir Maximilien Fleury. Salut Maximilien. Salut Armano, merci pour ton invitation. Très cool, très heureux d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, c'est un plaisir. Est-ce que si pendant le podcast un petit Max m'échappe, ça te dérange ? Bien sûr, ouais, Maximilien c'est un peu long, surtout s'il le répète plusieurs fois, donc il y a pas de problème, t'inquiète. Ça marche. Écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter. Les invités le font bien mieux que moi. Mais juste avant, je voulais revenir rapidement sur ton palmarès. Je sais que tu es issu d'une famille de sportifs, en tout cas d'un papa de sportif qui a excellé dans un autre sport que le tennis. Mais ça, tu nous en diras plus. Toi, à ton niveau, tu commences le tennis à 8-9 ans, tu commences à te rendre compte que tu performes un peu vers 12-13 ans, là tu commences à gagner quelques tournois, à 13 ans tu gagnes même le tournoi adulte de ton club, tu es le numéro 1 de ton club, tu es un peu l'attraction dans la région, et puis c'est là que tu commences à te dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. 15-16 ans, tu commences à gagner encore plus, tu es vice-champion du Morbihan dans ta catégorie d'âge, tu es vice-champion de Bretagne par équipe, et puis après le collège, le lycée, et avant d'arriver aux études supérieures et de reprendre véritablement sérieusement le tennis, tu as une révélation, en tout cas quelqu'un te dit que tu peux y arriver et que tu peux te refixer des objectifs. On va revenir avec toi sur tout ça, mais avant tout, dis-nous tout, qui est Maximilien Fleury ? Et bah écoute, t'as fait déjà un bon petit résumé. Alors qui je suis ? Bah là actuellement j'ai 22 ans. Donc je suis étudiant à Rennes School of Business, donc l'école de commerce de Rennes, actuellement en master finance internationale. Et donc le truc c'est que j'essaye de combiner mes études avec le tennis. J'ai en effet le statut de sportif de haut niveau universitaire, ce qui me permet donc d'aménager mon emploi du temps un petit peu à mes souhaits pour pouvoir continuer de pratiquer le tennis malgré le fait que le travail personnel au niveau de mes études est de plus en plus important. Donc j'ai ce statut depuis que je suis en études supérieures, donc depuis que j'ai 18 ans. Petit clin d'œil à mon associé qui est aussi passé par l'école de commerce de Rennes. Alors maintenant ça s'appelle Rennes School of Business, avec un Rennes bien français, mais à l'époque ça s'appelait tout simplement ESC Rennes, donc un petit coucou à Greg, et qui certainement sera très heureux d'écouter un petit peu comment évolue l'école et comment évoluent les étudiants. Donc toi tu nous as dit, après avoir pratiqué un peu le tennis, tu es devenu sportif de haut niveau à 18 ans, sportif de haut niveau universitaire à 18 ans, quand tu as commencé les études supérieures, donc post-bac.
J'aimerais bien venir avant ces 18 ans là, tu vois. À partir du moment où tu découvres le sport et puis le tennis et puis tu commences à performer, qu'est-ce que ça évoque pour toi le sport? À quand ça remonte tes premiers souvenirs de sport? Comment est-ce que tu as commencé à pratiquer? Enfin voilà, j'essaie de te guider un peu avec pas mal de questions, mais il n'y en a qu'une finalement dedans. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme tu l'avais dit dans l'introduction, moi je suis fils d'un père sportif, très sportif, donc qui a excellé dans le judo notamment, qui a été donc vice-champion de France de judo. Finalement, c'est lui qui m'a mis dans le bain très jeune au sport, donc il a commencé naturellement par le judo. J'ai pas vraiment adhéré, puis bon, à 5 ans, je sais pas, j'avais pas la niaque, la testostérone pour pouvoir me battre avec mes camarades. Donc bon, pour le coup, c'était pas pour moi. J'ai vite enchaîné par le foot. Le foot parce que voilà, on en fait à l'école, c'est le sport populaire, c'est là où il y a tous tes potes. Et donc là pour le coup, c'est là où j'ai vraiment appris à aimer un sport. Je prenais vraiment du plaisir, même si mon niveau n'était pas excellent, j'étais dans la moyenne, mais en tout cas je prenais du plaisir et c'était déjà un bon début. Et donc comme tu l'as dit également, je commence le tennis vers l'âge de 8-9 ans à peu près. Donc cette année-là, je me souviens bien que l'été, j'avais regardé Roland Garros, un match de Federer si ma mémoire est bonne. Et donc ce jour-là, j'ai dit vas-y, j'ai bien envie de tester le tennis. Et donc mes parents m'ont inscrit dans le club de ma ville, de ma petite ville d'Elvin. Et donc direct, j'ai accroché dès les premiers essais. Et donc c'est parti de là, donc j'ai continué à faire du foot à côté. Foot et tennis. Et puis au fil des années, j'ai vite compris que finalement j'étais beaucoup plus doué pour le tennis. Et donc ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. En fait, chaque année, au début, tu vois, quand je me suis inscrit au tennis, bon, je savais que j'étais bon, mais j'avais pas de prétention particulière. Et puis d'année en année, en effet, j'ai compris que j'étais quand même un petit peu au-dessus du lot. Et donc jusqu'à l'âge de 12-13 ans, où vraiment je fais un bond dans le classement. Et parce qu'en fait, c'est lié également à mon pic de croissance que j'ai fait assez tôt. Donc en fait, quand t'es vachement grand comparé à tes compères pour le même âge, ça t'aide évidemment. Et donc je me souviens qu'à 13 ans, je faisais déjà 1m83. Je pense que c'est surtout grâce à ça qui m'a permis de faire un bond dans le classement. Et donc, comme tu l'as dit, à 13 ans, j'ai été vice-champion du Morbihan dans ma catégorie d'âge. Et puis, je commençais déjà à jouer avec les adultes, en fait. Je commençais déjà à gagner des tournois adultes. Tu l'as dit aussi, j'étais du coup le mieux classé de mon club. Donc, toute l'attention est en effet un petit peu portée sur toi. Ça fait un petit peu bizarre au début. En tout cas, moi j'ai plutôt kiffé ces années-là où j'ai découvert que potentiellement il y avait quelque chose à faire dans le tennis. Et donc voilà, et ensuite au fur et à mesure des années, j'ai continué à beaucoup jouer. J'ai été donc une deuxième fois vice-champion de Morbihan dans ma catégorie d'âge. Je m'entraînais de plus en plus. Ça prenait de plus en plus de place donc dans ma vie d'ado. Et puis est arrivé le lycée où j'avais le choix entre faire un lycée général classique on va dire et faire un lycée en sport-études. Et donc j'ai longuement hésité entre les deux options, sachant que le sport-études était un petit peu plus loin de ma maison, de là où j'habitais. Ça me faisait quitter tous mes potes de l'époque. Et donc malgré le fait qu'il y avait une structure de tennis très importante et qui m'aurait permis de jouer un maximum et d'atteindre sûrement mon potentiel maximal au tennis, j'ai décidé de suivre le cursus général normal, donc sans sport-études, donc à Vannes, le lycée à Vannes, pour notamment des raisons familiales, personnelles. J'avais pas vraiment envie de quitter le cocon familial. J'avais besoin également de garder mes potes. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Est-ce que je regrette aujourd'hui ? Pas forcément, parce que ça a été des très belles années dans mon lycée. Et alors même si j'ai fait moins de tennis que si j'avais fait sport-études,
Enfin, j'ai vraiment aimé ces années-là. Je continue à faire du tennis également à côté, forcément, même si c'était moindre. Mais bon, voilà ce qu'il en est pour ma scolarité. Donc je continue évidemment à jouer énormément, donc jusqu'au jour où j'ai passé mon bac. Et donc pareil, en fait, au bac, j'ai eu une option sportive de haut niveau qui m'a permis d'avoir des points en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je suis entré dans les études supérieures. Et là, donc tu l'as rappelé aussi, donc c'est pas que j'avais abandonné le tennis, mais voilà, ma priorité c'était vraiment les études. Et de plus en plus, voilà, on laisse son rêve entre guillemets de côté. Et donc en arrivant en études supérieures, j'ai un entraînement le jeudi après-midi, je me souviens bien, avec Erwan Tortuyo, donc qui est l'entraîneur de Adrien Manarino. Adrien Manarino qui est actuellement 23e mondial, qui est numéro 2 français. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment très cool de pouvoir me faire entraîner par quelqu'un qui avait son prestige et sa passion pour le tennis. Donc il m'a donné un petit peu plus de niaque par rapport à ça, et puis il m'a dit que j'avais le classement requis pour pouvoir avoir le statut de sportif de haut niveau universitaire. Donc il m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait, et donc il m'a dit que ça pouvait me permettre de continuer de faire des compétitions, de continuer de m'entraîner, tout en gardant les études de côté, et puis faire un petit peu un mix des deux, pouvoir moduler mon emploi du temps selon mes envies. Et donc évidemment, moi j'ai adoré ce qu'il m'a vendu, donc depuis j'ai ce même statut, je reste toujours en contact avec cet entraîneur, et puis voilà quoi, je combine le tennis et les études, même si je te l'ai dit, hein, moi le tennis j'en ferai jamais mon métier. Je tiens quand même à garder un certain classement et un certain niveau, mais j'en ferai jamais mon métier, j'en suis conscient, et je l'ai accepté, et c'est très bien comme ça. Ouais, pendant que tu me parlais, tu parlais de ton papa au tout début, et je regardais la liste des sportifs de haut niveau. C'est marrant, il y a pas mal de fleuris, donc qui ont le même nom de personnes, qui ont le même nom de famille que toi, qui sont non seulement listés sur la liste des sportifs de haut niveau du ministère des Sports, mais aussi qui ont comme spécialité le judo. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a 2 dans le judo, et il y en a beaucoup d'autres dans d'autres sports. Donc historiquement, Fleury, ça reste une famille de sportifs, non ? Sûrement, il y a sûrement des branches quelque part. Je sais que j'ai aussi un arrière-grand-père qui était irlandais et qui a joué pour l'équipe nationale irlandaise de rugby. Et donc pareil, c'est du côté de mon père. Donc c'est un Fleury, et donc oui, en effet, je pense que c'est une bonne lignée de sportifs. Et du coup, donc toi, le judo, ça t'a pas trop branché, ça t'a pas trop intéressé à ce moment-là. C'était quoi ? C'était le côté sport individuel, sport de combat, ou c'était pas le sport des potes et du coup t'étais plutôt attiré par le foot ? Alors ouais, c'est un peu des deux. Déjà, je pense que c'est le fait que ce soit un sport de combat, c'est quelque chose qui, surtout à l'époque, m'intéressait pas du tout. J'étais un enfant qui vraiment était très doux, très timide, etc. Donc j'avais aucune envie, d'entrer sur le tatami et d'en découdre avec mon adversaire. Donc c'était pas fait pour moi, et aussi tu l'as dit, j'avais pas de collègues qui en faisaient à cette époque-là, et à cet âge-là c'est important aussi, je pense, de retrouver ses copains en sport pour pouvoir accrocher et y aller en ayant en aimant ce qu'on fait tout simplement, et puis prendre du plaisir quoi, c'est important à cet âge-là. J'avais d'autres questions sur la partie sportive de haut niveau universitaire. Déjà tu me dis que tu as pu demander ce statut au regard de tes résultats, donc après avoir échangé avec l'entraîneur d'Adrian Manarino. Ça y est, c'est passé. Et du coup, donc toi, tu as demandé ce statut. Tu nous dis que ça te permet d'aménager un petit peu ton emploi du temps comme tu veux. Est-ce que ça veut dire aussi que tu peux faire des études
plus longue, parce que souvent des sportifs de niveau qui ont un double projet, au lieu de faire 2 ou 3 ans dans une filière, vont avoir un temps d'études qui vont être un peu plus rallongé, d'une année, 1 année et demie, voire 2 ans, voire le double de la durée. Est-ce que c'est ton cas aussi? Alors je pense que j'aurais pu le faire comme ça. Malgré tout, bah, j'ai décidé de suivre le cursus quand même initial, comme mes collègues. J'avais pas forcément l'envie d'allonger mes études. En tout cas, enfin moi j'arrive à le faire comme ça. J'ai pas non plus l'envie de. Enfin, tu vois, moi je te dis le tennis, même si c'est toute ma vie, j'ai envie de te dire, mais je sais que j'en ferai pas mon métier, donc ma priorité c'est vraiment les études. Et voilà, j'ai vraiment pas envie de prendre du retard par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'arrive à combiner, je te dis, très bien ma vie d'étudiante avec ma vie sportive. Et en tout cas, j'ai pas senti le besoin d'avoir plus de temps. Voilà, même si je pense que j'aurais pu demander à l'avoir, mais c'est pas quelque chose auquel je prétendais en tout cas. Et du coup, ça veut dire quoi être sportif de niveau universitaire et pouvoir aménager un petit peu son agenda? Il y a des cours où tu n'assistes pas et après tu les rattrapes. Enfin, ça se matérialise comment? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai le droit de louper des cours pour des entraînements ou des compétitions. Très concrètement, la semaine dernière, j'avais une compétition sur 3 jours et bah, mes absences ont été justifiées auprès de l'école. Après, les cours sont mis sur Internet. Voilà, j'ai des copains avec qui je peux demander les cours. Donc ça se fait plutôt bien. Mais c'est surtout, voilà, au niveau des absences, j'ai pas de soucis, j'ai pas à courir à droite à gauche, à appeler. C'est quand même un vrai avantage quand tu es sportif. C'est que tu peux mettre des compétitions quand tu veux, sans regarder ton emploi du temps scolaire. Et donc ça, depuis l'UT, j'ai ça. Alors attention, j'essaye de pas trop m'en servir et de pas faire des excès là-dessus parce que je pense que je pourrais vite voilà, louper plein de cours par semaine et le justifier comme ça alors que pas forcément. Mais voilà, en tout cas, ça me suffit largement pour pouvoir continuer le tennis. Et voilà, c'est très bien comme ça, j'ai pas besoin de plus, mais voilà, c'est très avantageux en tout cas. Ouais, et puis au final, c'est toi qui risques d'en pâtir si tu tires un peu sur la corde, si tel ou tel cours, t'as pas envie d'y aller, et puis tu mets ça en avant en disant j'avais un entraînement ou j'avais une compétition, mais au final, c'est quand même toi qui dois rattraper les cours derrière. Donc effectivement, c'est pas forcément un jeu avec lequel on a envie de jouer. Exactement. Après, c'est pas eux qui vont prendre les cours pour moi, c'est pas eux qui vont faire mes devoirs, c'est pas. Donc voilà, forcément, il faut pas exagérer. Il faut avoir conscience que on a déjà de la chance que puisse participer à des compétitions. Donc non, pas de. Enfin, en tout cas, j'ai conscience qu'il faut pas que je fasse n'importe quoi avec ces avantages-là. Quel autre avantage ça te confère d'avoir ce statut de sportif de haut niveau universitaire? Quels autres avantages? Moi, je dirais que c'est dans la vie professionnelle. Parce que tu vois, je suis doucement en train d'y entrer. Là, je fais de plus en plus de stages. Tu vois, chaque année, j'ai un stage. L'année dernière, j'avais une année de césure où j'ai travaillé. Et donc, bah, c'est quelque chose qui est pas mal valorisé dans le monde du travail également d'être sportif. Donc voilà, sur un CV, ça peut faire la différence. En tout cas, il y a des valeurs qui sont partagées dans le sport et dans le monde de l'entreprise, je pense. Et beaucoup de boîtes en ont conscience. J'ai beaucoup de collègues tennisman qui sont brillants dans les études. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et donc, je pense que les deux se combinent très bien et que certains recruteurs bah, le mettent en avant. Donc, bah, c'est la première chose à laquelle je pense quand tu me demandes ça. Ensuite, le statut. Bah, le statut en lui-même, voilà, je ne vais pas le crier sur tous les toits. C'est quelque chose qui doit me servir au quotidien, mis à part ma vie professionnelle et ma vie sportive, voilà, en dehors de ça, on est comme tout le monde et voilà, je pense ça s'arrête là très concrètement.
Tu disais aussi tout à l'heure que le tennis, tu t'es fait une raison, tu veux pas forcément en faire ton métier. Quel intérêt alors pour toi déjà de rester avec ce statut, de continuer à t'entraîner, de continuer à aller aux compétitions? Si tu te dis, bon voilà, ouais, finalement quand j'aurai fini mes études, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais rentrer dans une boîte, je serai salarié et puis je continuerai à jouer au tennis le dimanche avec papa, maman et les copains, quoi. Ouais, non, bah, tout d'abord, c'est pour, je pense, mon épanouissement personnel. Parce que, bah, vu que j'en ai fait toute ma jeunesse, je me vois mal à arrêter du jour au lendemain. Je pense que si j'arrêtais tout du jour au lendemain, ça me ferait très mal. Donc déjà, c'est la première chose, c'est pouvoir, voilà, continuer de jouer, même si j'en ferais pas mon métier, c'est pas, enfin voilà, je le fais aussi pour le plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, bah, sportivement, même si je rêve plus d'être tennisman professionnel, j'ai toujours des objectifs sportifs, des objectifs de classement. Et voilà, je sais que j'entre dans mes plus belles années, on va dire, au niveau sportif, parce que j'ai l'âge, le gabarit, tout ça. Donc, j'aurais du mal à les laisser tomber et ne pas les fructifier. Donc voilà, je dirais mon épanouissement personnel et puis mes objectifs sportifs qui me permettent de donner un sens à ma vie quelque part, parce que enfin voilà, en tant que sportif, je pense que tu le sais aussi, c'est ce qui nous guide au quotidien, c'est ce qui nous fait lever le matin. Enfin voilà, c'est très important pour nous et voilà, même si on n'a pas forcément l'ambition d'être professionnel, ça reste quelque chose de super important. Donc. Écoute, je valide effectivement en tant que sportif, je vois très bien de quoi tu parles. Et puis tu disais que tu vivais tes plus belles années. Ça veut rien dire, hein. Je te l'ai dit, j'ai le double de ton âge, presque. Et pourtant, j'ai vécu ma plus belle année sportive cette année 2023. Ouais, bah, t'as raison, bah, Djokovic en ce moment, il rafle tout, il a 36 ans. Donc je sais que la carrière sportive, elle est de moins en moins courte en tout cas. Enfin, moi je trouve que les athlètes en ce moment, ils nous prouvent que on peut continuer à exceller même à un âge avancé. Donc non, t'as raison, je m'en fais pas à ce niveau-là. Tu es en finance internationale, donc toi, les sous-sous, compter, tout ça, tu connais. Et c'est justement l'essence même de ce podcast, c'est de donner la parole aux sportives et aux sportifs de haut niveau pour comprendre justement comment est-ce qu'ils vivent d'eux et par leur carrière, alors toi, par leur passion. Toi, on l'aura compris, t'ambitionnes pas justement d'en faire ta carrière. En revanche, tu souhaites rester dans le game, comme on dit. Et puis, malgré tout, pour aller t'entraîner, pour aller sur les compétitions, pour tous les à côté, parce que quand on parle de sport, on ne pense pas forcément à toutes les disciplines qu'il y a autour. Il y a effectivement d'autres sports, il y a l'alimentation, il y a la récupération, il y a le sommeil, etc. Et tout ça, ça passe aussi par des moyens financiers. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu fais pour assumer cette charge financière ? Alors, on dit souvent que le tennis, c'est un sport de riches. Et à mon niveau, qui n'est pas... Non, ce qu'on dit, c'est que c'est un sport qui est pratiqué par les riches. C'est pas pareil. Ouais, non, mais on s'entend. À mon niveau, en tout cas, où j'ai pas forcément... Enfin, j'ai quelques revenus à droite à gauche, mais grâce au tennis, mais j'ai surtout beaucoup de dépenses. Ça se fait quand même ressentir. En fait, le tennis, donc, c'est un sport individuel, tu le sais bien. Mais contrairement du coup au sport collectif, au football, au rugby, au handball, tout ce que tu veux, tous les déplacements, tous les entraînements, tout l'achat de matériel, etc., ils sont à ta charge. Et donc ça peut vite revenir très cher. Donc moi, ce qui me coûte cher déjà, c'est les déplacements. Même si voilà, je bouge pas de pays, j'essaye de faire un maximum de tournois proches de chez moi. C'est quand même un coût qui est là. Au niveau du matériel, donc il y a évidemment les raquettes de tennis, plusieurs raquettes à avoir, mais il y a surtout le cordage qui coûte très cher, puisqu'en fait, à un certain niveau, je dirais le niveau seconde série, tu casses ton cordage très très fréquemment. C'est à force de mettre de l'effet. Moi, en fait, si tu veux un ordre d'idée, je casse mon cordage tous les 4-5 heures de jeu. Un pro, enfin, Rafa, il doit les casser tous les 1 ou 2 heures.
Et à l'inverse, un joueur du dimanche, il va casser son cordage une fois par an, même pas. Donc si tu veux, ça me revient très cher. Et donc si tu additionnes toutes ces dépenses, en effet, ça fait quelque chose de conséquent. Et comment je fais pour m'en sortir? En fait, le tennis, ça représente quasiment la grande majorité de mes dépenses au quotidien. En fait, je sors beaucoup moins que mes collègues, ça tu peux t'en douter. J'essaye de faire attention à droite à gauche. J'ai mes parents évidemment qui m'aident financièrement encore. Et voilà, on serre la ceinture, hein, j'ai envie de te dire. Il m'arrive de gagner un petit peu de sous avec le tennis, mais c'est des 100 euros, 200 euros, 300 euros à droite à gauche. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais qui sont vite, réinvestis dans la pratique du tennis. Donc voilà, on fait comme on peut, on maximise tout à l'extérieur, on met tout sur le tennis et puis on remercie les parents aussi qui nous aident, hein, forcément. T'as une idée à peu près de combien te coûte une saison de tennis? Alors une saison normale, régulière, parce que j'imagine que ça dépend aussi des tournois que tu fais, des compétitions, de ton classement, etc. Mais si tu lises sur ces dernières années, une saison, ça représente combien à peu près? Je te fais une estimation comme ça, je dirais que ça me coûte facile 2-3 000 euros. Quand t'es étudiant, ça fait vite mal. Ça fait 6 mois de loyer, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est conséquent. Ouais, et ça, ce budget de 3 000 euros, c'est juste les cordages, quelques déplacements, et encore, tu te déplaces globalement autour de chez toi, autour de ton école, ouais. Autour de Rennes. J'imagine que tu vas pas te faire des tournois à Marseille ou autre. Non, ça m'est déjà arrivé, mais on limite forcément, on limite beaucoup. Financièrement, après, ça devient trop compliqué. Mais si je pouvais, si j'avais justement cet argent-là, évidemment que ça me permettrait de faire des tournois plus loin, des tournois plus intéressants. Mais voilà, après ça, je vais pas dire que c'est un frein non plus, parce que ça va, j'arrive à m'en sortir quand même. Je pense que ça, c'est un budget que beaucoup n'arriveraient pas à mettre dans le tennis, ou dans le sport en général. Donc voilà, je vais pas me plaindre non plus. Ok, est-ce que tu connais ton classement ATP justement? On a parlé un petit peu des grands, on parle de ceux qui sont à la tête du tennis mondial, qui souvent eux vivent relativement bien quand même, mais encore faut-il rester un peu plus ou moins dans le top 10 si je ne m'abuse. Toi, t'en es où dans le classement ATP? Je ne fais pas de tournoi professionnel, qui fait que je n'ai pas de points ATP, donc pas de points ATP, sachant que y a environ 2000 joueurs qui ont des points ATP dans le monde. Donc 2000 joueurs professionnels. À titre de comparaison, tu vois, dans d'autres sports, il y a bien plus de 2000 joueurs professionnels, hein. Et parmi ces 2000 joueurs professionnels, ça c'est aussi intéressant, je pense, t'en as que 200 qui gagnent bien leur vie. 200 qui gagnent bien leur vie. Ensuite, donc le top 200. Ensuite, quand t'es 300-400, t'es ric-rac et derrière ils perdent tous de l'argent. Donc ça demande énormément d'investissement de s'engager sur le circuit ATP, que ce soit financier ou personnel. Là pour le coup les saisons elles sont à 10 000, 20 000 euros, voire même carrément plus, hein, je dis ça, c'est carrément plus avec les déplacements. Donc voilà, avoir des points ATP ça signifie des gros déplacements. Avoir un entraîneur personnel, etc. Donc non, pour le coup, c'est pas mon ambition. Toi, t'as déjà concouru sur des tournois ATP sans avoir ce statut de professionnel? J'ai fait des qualifications de tournois futurs. Et après, en fait, plus t'as de points, plus t'es invité. En fait, quand t'as pas de points, tu dois faire les qualifications, tu dois faire des tournois de pré-qualification. Donc c'est directement plus compliqué. Et puis de toute façon j'ai pas avec mes études à côté j'ai ni le temps ni l'ambition ni le niveau, très concrètement, mais en fait mon classement me permet quand même de jouer des gars qui ont des vrais niveaux. En fait, si tu veux un ordre d'idée, j'ai à peu près le classement qui me permet de faire sparring partner de joueurs dans des gros tournois.
c'est ce qui peut, je pense, surtout m'intéresser. Plus faire sparring que joueur, parce que joueur ça demande énormément d'efforts et d'investissement, comme je le disais. Mais à mon classement, tu vois, tu peux taper. Moi, j'ai des gars qui ont mon classement et qui ont tapé avec Hugo Gaston, avec Adrian Manarino, avec Gaël Monfils, pour les échauffer avant les matchs. Voilà, c'est la seule manière où je peux avoir un pied un petit peu entre guillemets sur les circuits professionnels. Et quand t'es sparring partner, justement, c'est rémunéré ou t'es juste rémunéré de la gloire que ça te procure d'aller taper des balles avec les meilleurs? T'es rémunéré de la gloire, hein. C'est déjà un honneur pour nous de pouvoir taper. Non, si c'était rémunéré, ça serait ouf, hein. Mais déjà, comme je te disais, beaucoup se serrent la ceinture au niveau de la 300-400e place mondiale. Voilà, c'est déjà un honneur si on arrive à taper avec eux. Bah, c'est clair. Après, tu vois, ça se fait dans d'autres sports, hein. On pense souvent au lièvre en athlétisme, et notamment sur les courses sur piste. Il y a des gens il y a des coureurs, des coureuses qui sont simplement appelés, soit par la fédération, soit par les clubs, pour venir courir devant et donner le pace, donner l'allure aux favoris. Et à ce titre-là, ils sont... Alors, rémunérés, c'est pas vraiment le cas. Ils sont indemnisés. Voilà, on leur dit, je sais pas, je te paye ton billet de train, je te file un billet de 100 balles. Tout ça, c'est encadré, hein, c'est pas du paiement au chapeau, mais ça pourrait être le cas aussi avec les sparring partners dans le tennis, ce qui n'est pas. Non, c'est vrai. C'est le même principe, hein, du coup, de ce que tu me disais, le lièvre, hein, c'est pareil, c'est pour mettre les athlètes en condition, et donc pour ça demande un minimum de niveau forcément, mais ouais, non, pas encore rémunéré dans le tennis en tout cas. Tu te vois comment à la fin de tes études? Allez, on va dire dans 5 ans, tu as déjà fini tes études, tu as intégré une entreprise. Est-ce que tu te vois encore continuer à jouer au tennis? Et peut-être même, est-ce que tu imagines que ce serait possible, une fois que tu commences à bosser, tu joues encore un petit peu plus au tennis, puis tu te rends compte que tu débloques un truc, ton niveau augmente, tu t'améliores. Est-ce que tu crois que tu pourrais passer sur le circuit ATP? Ça serait ouf, et ça serait en quelque sorte improbable, parce que comme je te le disais, mais voilà, j'ai un peu, je continue d'en faire énormément, mais la priorité est quand même laissée aux études. Dans 5 ans, déjà je me vois dans un bon poste, déjà au niveau professionnel, ça serait la priorité forcément. Et en effet, si je peux continuer de jouer à côté, j'ai toujours des objectifs en tête de classement. Pas forcément des objectifs professionnels, mais si tu veux on va dire semi-professionnel si tu préfères, parce que sur les tournois régionaux, les tournois départementaux, il y a toujours des billets à se faire, des petits billets, tu vois, à droite à gauche. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu mieux classés que moi, qui sont, on va dire, semi-professionnels, et qui arrivent à quand même pas se rémunérer, mais à avoir un bon complément de revenus à côté, tu vois, en gagnant des 200 € par semaine sur des tournois par-ci par-là. Et en effet, ça j'y pense. Si jamais je continue le tennis, d'en faire énormément, pourquoi pas partir sur un principe comme ça. Pourquoi pas tenter des qualifs de futur, de tournois donc professionnels, que ce soit en simple ou en double, puisqu'en double il y a forcément moins de monde, donc c'est un peu plus abordable, puisque je te l'ai dit aussi, mais le tennis c'est un sport, c'est ultra concurrentiel dans le sens où tu as énormément de pratiquants. C'est le deuxième sport le plus pratiqué en France, et dans le monde ça doit être quasiment pareil, tu vois. Et tu n'as que très peu d'élus, comme je t'ai dit, 200 personnes dans le monde gagnent leur vie grâce à ça. Et donc je sais pas si on se rend compte de la difficulté que c'est pour faire partie de ces 200. Si on compare avec le foot ou le rugby, il y aura beaucoup plus d'élus au foot et au rugby. Et si on compare avec des sports, d'autres sports individuels, ils seront forcément moins concurrentiels que le tennis. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, et j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose professionnellement parlant en me focalisant sur le tennis. Mais ça fera toujours partie de ma vie en tout cas, et j'ai toujours des objectifs
à court terme, ça c'est clair. Bon après, effectivement, hein, le tennis, il y a beaucoup moins d'élus que dans le foot, que dans le basket, que dans d'autres sports, mais c'est aussi lié au fait que le tennis, finalement, hormis quand on joue en double, ça reste un sport individuel. Donc on ne constitue pas une équipe de tennis, là où on va constituer une équipe de foot, on va avoir 11 mecs, une équipe de rugby, on va avoir 15 mecs, 15 filles, etc. etc. Si tu devais rencontrer le petit Maximilien à 8 ans, quand il découvre le tennis, non pas, la question ce serait pas de savoir ce que toi tu lui dirais, mais qu'est-ce que tu crois que lui, il te dirait? Qu'est-ce qu'il penserait de toi? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Je pense qu'il serait fier d'un côté. Fier parce que il y a eu quand même pas mal de travail, pas mal de sacrifices. Et donc lui, en effet, il avait plein de rêves, hein, comme beaucoup d'enfants qui se donnent à fond dans leur sport. Donc il serait fier, et je pense que d'un côté il me dirait mais t'arrêtes pas là, et continue, fonce, enfin donne encore tout ce que t'as 22 ans, t'es encore jeune, et voilà, le sport c'est en toi, donc donne-toi à fond là-dessus, et sois sûr que t'aies tout donné dans ton sport avant de le mettre de côté, quoi. Super. Bah écoute, Maximilien, merci beaucoup pour cet échange, pour cette transparence. Si on veut rester en contact avec toi, si on veut te croiser en dehors des bancs de l'ESC Rennes, enfin de Rennes School of Business, ça se passe par où? Sur LinkedIn, très facilement joignable, hein, Maximilien Fleury, sur tous les réseaux sociaux en général. Alors, pour parler avec moi en termes professionnels ou sur le tennis, je dirais c'est LinkedIn. Après, voilà, j'ai mail, etc. Mais enfin, moi, il y a pas mal de monde qui, comme toi, viennent me parler sur LinkedIn, et ça se passe assez bien. Les échanges sont rapides, etc. Donc, sur LinkedIn, Maximilien Fleury, sans souci. Et puis, j'en témoigne, tu réponds. Et puis, de toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Maximilien, on te souhaite une bonne continuation. Éclate-toi bien encore cette année scolaire, cette saison sportive. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion un jour. Alors, je te proposerai pas d'aller taper des balles, parce que comme tu le vois, j'ai des lunettes et moi, j'ai un problème pour les balles. Mais c'est pas grave, faire un petit peu de sport. Ça sera toujours sympa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Hermano, pour ton invitation et pour l'échange. C'était très sympathique. Donc merci à toi. Super, à plus. Salut. Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire, et j'espère que vous avez apprécié celle de Maximilien Fleury que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça et nous donner votre avis sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org pour en savoir encore plus sur tous les invités du podcast et nous aider à les soutenir financièrement dans leurs magnifiques projets sportifs. Représenter la France au plus haut niveau mondial. C'est grâce à vous que tous ces sportifs trouveront toutes les ressources pour travailler dur et atteindre leurs objectifs. Allez, encore une fois, je vous pose la question, et si vous découvrez le podcast, ce sera la première fois pour vous. Est-ce que la philanthropie sportive, ça vous parle? C'est la mission du podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation, mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte et on est totalement transparent. Vous versez 1 €, on reverse 1 € aux athlètes. Certains ont pu financer leur année olympique, certains n'ont pas forcément besoin de financement, comme c'est le cas pour Maximilien, mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast. Alors visitez notre site pour les soutenir et partager tous les épisodes au maximum, l'objectif étant de faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous pour cette magnifique aventure sportive unique. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous, et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast Dans les vestiaires. Salut les sportifs! Ce statut au regard de tes résultats après avoir échangé avec l'entraîneur d'Adrian Maranino. Bon, je ne vais pas y arriver. Bref. Donc après avoir échangé avec l'entraîneur d'Adrian Manarino, ça y est, c'est passé.